Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce webinaire intitulé Zones humides et politiques de gestion de l'eau en Méditerranée. Mon nom est Oussama Beloulid et je suis chef du programme Eau douce à l'organisation Living Planet Morocco. J'ai le grand plaisir de modérer ce webinaire qui est le premier d'une série de 3 webinaires organisés par Living Planet Morocco et la Tour du Vala, dans le cadre du projet Upscale Sebou Water Fund, ou bien le Fonds de l'eau du Sebou, qui est soutenu par l'initiative DINF, lancée par le collaboratif de la Fondation MAVA, la Fondation Prince Albert II de Monaco et Olivier Jensen Charity Foundation, laquelle initiative dédiée à la restauration et la conservation des écosystèmes d'eau douce en Méditerranée. Ces 3 webinaires, dont fait partie celui d'aujourd'hui, visent à améliorer et partager l'état des connaissances sur les liens entre la sécurité hydrique et les écosystèmes naturels d'eau douce à l'échelle régionale, bassin méditerranéen, national et local. Pour ce faire, j'accueille aujourd'hui M. Anis Guilmami, chef de projet au sein de l'Institut de recherche de la Tour du Vala en France et coordinateur de l'Observatoire des zones humides méditerranéennes. M. Anis possède plus de 12 ans d'expérience dans le développement d'outils basés sur l'observation de la Terre pour le suivi et l'évaluation des écosystèmes humides dans l'ensemble du bassin méditerranéen. Et il va nous présenter l'état actuel des connaissances sur les zones humides méditerranéennes et les liens avec les politiques de gestion de l'eau. Je demanderai donc à tous les participants et à toutes les participantes de couper le micro et d'utiliser la boîte de chat pour écrire leurs questions. Et je vous souhaite un excellent webinaire et je donne la parole à M. Anis. Merci beaucoup Oussama. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Comme l'a présenté Oussama, je vais tout de suite partager mon écran pour débuter la présentation qui sera suivie d'une session de questions-réponses qui sera modérée par Oussama et moi j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. Donc, j'initie le partage. Permettez-moi juste quelques instants, le temps de... Très bien. Oussama, tu me dis si c'est bon? Dès que c'est bon, je me lance. C'est bon. Parfait. Donc, alors aujourd'hui, je vais vous parler en fait des liens qui pourraient lier ou exister entre les politiques de gestion de l'eau. Alors, on ne va pas aller dans le détail de ces politiques de gestion de l'eau pays par pays parce qu'on va plutôt parler de l'échelle méditerranéenne avec certains exemples locaux, voire nationaux, et ce que cela pourrait engendrer sur les zones humides, notamment les zones humides naturelles dans le bassin méditerranéen. Donc, comme l'a dit Oussama tout à l'heure, ce travail est issu des résultats de l'Observatoire des zones humides méditerranéennes. Donc, c'est une entité qui est pilotée par la Tour du Vala, qui est un institut de recherche basé dans le sud de la France et qui travaille sur la conservation des zones humides en Méditerranée, dans tous les pays méditerranéens avec nos partenaires. Et cette présentation, en fait, elle est issue de quelques-uns de nos résultats les plus récents sur cet aspect-là. Voilà. Très bien. Donc, on va commencer déjà par parler des tendances. Donc, qu'est-ce qu'on a observé à l'aide des indicateurs de l'Observatoire des zones humides méditerranéennes? Quelles sont les tendances qu'on a observées ces dernières années, ces dernières décennies, concernant les zones humides, leurs habitats, la biodiversité qu'ils hébergent, les services écosystémiques qu'ils rendent? Donc, je vais vous donner un aperçu très large de ces tendances. Par exemple, on va commencer déjà par définir notre site d'étude, si je puis dire. Donc, le bassin méditerranéen qui, comme vous le savez certainement, est considéré comme un hotspot de la biodiversité. Et les écosystèmes humides au sein de ce hotspot, en fait, ils sont les plus riches et les plus productifs de tous les écosystèmes, y compris marins. Paradoxalement, ce sont aussi les plus menacés et les plus qui subissent le plus de pression de la part des activités humaines, que ce soit directes ou indirectes, et c'est ce qu'on va voir tout à l'heure.
Donc, qu'est-ce qu'on a constaté ces dernières années? En fait, on a constaté une perte même très alarmante, très inquiétante de ces zones humides. Par exemple, à l'aide d'un outil qu'on appelle le Wet Index, c'est un indice qu'on a développé avec nos partenaires scientifiques. On a estimé que depuis les années 70, on a perdu à peu près la moitié des zones humides naturelles. La moitié des zones humides naturelles dans tout le bassin méditerranéen, quel que soit leur type, quelle que soit leur taille, quelle que soit leur importance écologique, ont été perdues pendant les 40 dernières années. Et ces tendances, en fait, elles sont inversées si on prend en compte les zones humides naturelles des zones humides artificielles. Par exemple, on voit bien qu'il y a une nette progression des zones humides artificielles dans le graphique en bas à gauche en rouge, alors que, tandis que les zones humides naturelles, en fait, elles régressent et elles régressent même de manière beaucoup plus rapide que la progression des zones humides artificielles. Alors, ce qu'on entend par zones humides artificielles, ce sont les zones humides type, par exemple, réservoirs, barrages, étangs d'aquaculture, rizières, etc. Donc, ce sont toutes les zones considérées comme tous les habitats, pardon, considérés comme zones humides au titre de la Convention de Ramsar, donc c'est la Convention internationale sur ces habitats, mais qui ont été façonnés par l'homme. Elles peuvent être soit créées directement, soit des zones humides naturelles qui ont été transformées en zones humides artificielles, comme on le voit par exemple sur des bassins d'extraction de sel, par exemple, qui étaient d'anciens marais salants et qu'on a transformés en bassins pour extraire le sel. Donc, ces zones humides artificielles, elles progressent et les zones humides naturelles, elles régressent. Elles régressent même de manière très inquiétante parce qu'on en a perdu la moitié depuis les 4 dernières décennies. Ces zones humides, en fait, elles hébergent une biodiversité. Et on a aussi essayé d'estimer les tendances de la biodiversité au sein de ces habitats, au sein de ces écosystèmes. Donc, et comme les écosystèmes déclinent, bien sûr, la biodiversité qu'ils hébergent, elle décline également. Donc, on a estimé, par exemple, à moins 15% le déclin de la biodiversité au sein de ces écosystèmes humides dans le bassin méditerranéen. Donc là, c'est basé notamment sur un autre indice qu'on a développé avec nos partenaires scientifiques, qui s'appelle le Living Planet Index, qui est le même d'ailleurs utilisé par le WWF pour analyser les tendances de la biodiversité mondiale et qui publie presque chaque année dans un rapport. Donc nous, on a adapté cet indice à l'échelle méditerranéenne et plus spécifiquement pour la biodiversité des zones humides. Et cet indice, en fait, on l'a calculé sur plusieurs espèces, essentiellement les espèces de mammifères, d'oiseaux, reptiles, amphibiens et poissons. Bien sûr, il y a des améliorations à apporter, notamment en termes de taxa, par exemple. On peut ajouter les plantes, on peut ajouter d'autres taxons comme les invertébrés. Donc ça, c'est des pistes d'amélioration possibles. Mais calculé sur ces espèces-là, plutôt sur ces groupes d'espèces-là, on a un déclin de moins 15%. Après, si on regarde par groupe, par exemple, au sein des amphibiens, on a un déclin de moins 35%, donc amphibiens, reptiles et mammifères. Les poissons, moins 34%. Contre, chez les oiseaux, donc les oiseaux d'eau plus particulièrement, on a plutôt une reprise, donc on a plutôt un indice qui va dans le bon sens. Ça veut dire qu'on a plus 84% de biodiversité. Donc quand on parle de biodiversité ici, on parle d'abondance, mais aussi de richesse spécifique. Donc c'est un indice assez complexe. On ne va pas rentrer dans les détails, mais si vous souhaitez, je peux partager avec vous les sources, mais c'est un indice qui combine grosso modo l'abondance et la richesse spécifique. Euh, je reviendrai un peu plus tard, à la fin de ma présentation, sur cette tendance à la hausse pour les oiseaux d'eau. Mais ce qu'il faut retenir, c'est justement la perte de biodiversité, notamment pour les poissons, les amphibiens, les reptiles et les mammifères au sein des zones humides méditerranéennes. Donc, quand on voit ça, on voit qu'il y a des tendances qui sont plutôt alarmantes, plutôt négatives. Donc, on essaie de comprendre quelles sont les forces motrices, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'on observe ces tendances, pourquoi il y a ce déclin, par exemple, dans des habitats humides, il y a ce déclin de la biodiversité. Et c'est là où on va s'intéresser, pour commencer, aux forces motrices. Donc, qu'est-ce qui pousse vers ces changements? Euh, la première chose à laquelle il faut penser, c'est le contexte méditerranéen. Donc, c'est un contexte où on a une très forte démographie, une très forte densité démographique qui continue à augmenter. C'est parmi les zones les plus peuplées au monde avec une densité aux tendances à la hausse. On va voir ça dans le détail un peu plus tard.
27% du tourisme mondial, c'est la première destination touristique au monde, avec à peu près presque le tiers des personnes qui vont se déplacer pour les vacances, par exemple, pour le tourisme, pour faire du tourisme, viennent en Méditerranée ou dans les pays méditerranéens. C'est 43% de la population souffre du manque d'eau, essentiellement dans le sud, la partie sud et est du bassin. Donc, on a un déficit hydrique qui est très important et qui impacte presque la moitié de la population vivant dans ce bassin. Les effets du changement climatique, on estime qu'elles sont 20% plus intenses ou qu'ils seront 20% plus intenses dans ce bassin qu'à l'échelle globale. Donc, vous imaginez l'impact que cela va avoir sur la gestion du territoire, sur la gestion des ressources, notamment les ressources en eau. Et on a aussi dans ce bassin un déficit de gouvernance dû à l'instabilité politique et économique dans pas mal de pays. Donc, sans rentrer là aussi dans les détails géopolitiques, donc on a dans beaucoup de pays au sein de cette région qui souffrent malheureusement de une certaine instabilité économique et politique qui impacte indirectement la gestion des ressources, la gestion du territoire et la préservation de certains habitats naturels tels que les zones humides. Donc, dans le détail, si on regarde par exemple la démographie, la population humaine a augmenté du tiers depuis 1990. Donc, si on regarde de 1990 jusqu'en 2015, comme c'est illustré sur cette carte, donc on a à peu près le tiers le tiers de la population, une augmentation du tiers de la population mondiale, de la population méditerranéenne. Et cette augmentation, elle n'est pas homogène, plutôt cette tendance, elle n'est pas homogène. Donc, on le voit bien sur la carte, par exemple, il y a certaines régions, notamment dans les Balkans ou le sud-ouest de l'Europe, où on a plutôt un recul démographique. Dans certains territoires, on a même un recul démographique, notamment, vous le voyez bien, dans la partie centrale et méditerranéenne des Balkans. À l'inverse, dans la partie nord-africaine et au Moyen-Orient, on a plutôt une très forte augmentation, une très forte croissance démographique, notamment au Maghreb, avec plus 48% de la population depuis les 30 dernières années, et au Moyen-Orient, plus 55%. Donc, vous voyez que même en termes de force motrice qui impactent ou bien qui induisent les changements, on n'est pas sur les mêmes tendances côté nord que côté sud. Et si on regarde cette population ou la densité de cette population par type, par type géographique, donc sur l'ensemble de la population, sur l'ensemble des pays méditerranéens, on a une augmentation d'environ 38%. Si on regarde la densité au sein de la zone côtière, on a une augmentation de 48%, toujours sur le même pas de temps, 90 jusqu'en 2020. Et si on regarde encore plus dans le détail au sein des zones côtières et les lagunes côtières donc, qui sont hébergées au sein de cette zone côtière, on a une augmentation de 53%. Donc, vous voyez bien que la densité démographique, elle se concentre beaucoup autour des zones humides. Là, on s'est focalisé sur les zones humides côtières, mais on peut aussi faire le même exercice sur d'autres types de zones humides intérieures. Et la démographie, on aura toujours le même constat. La densité démographique, elle est toujours plus élevée et elle croît beaucoup plus vite autour de ces écosystèmes, notamment dans la zone côtière. L'autre force motrice qu'on peut aussi voir pour comprendre un peu d'où viennent ces tendances dans les habitats humides et la biodiversité, c'est le changement climatique. Donc, quel est l'impact du changement climatique sur ces écosystèmes? Par exemple, on a estimé ou on a plutôt quantifié l'impact des effets du changement climatique sur les espèces inféodées aux zones humides et on a conclu qu'ils seront parmi les plus sévèrement impactés par ces changements, notamment avec une augmentation de la température, un déficit hydrique, une élévation du niveau moyen de la mer qui va impacter les zones humides côtières. Donc, on aura une perte d'habitat humide au niveau des côtes avec l'élévation et les submersions marines. Et les événements extrêmes. Donc, les événements extrêmes, notamment aussi au niveau des zones côtières avec les tempêtes hivernales. Donc, vous voyez, tout ça combiné fait qu'on a des forces motrices qui sont assez puissantes, assez importantes, qui vont induire beaucoup de changements qu'on va analyser ensemble là tout de suite. Donc,
ces forces motrices, comme je l'ai dit tout à l'heure, elles vont insuffler des changements. Donc, ces changements vont se traduire par des pressions. Et ces pressions vont aussi se traduire par des impacts sur les zones humides méditerranéennes et les ressources naturelles, notamment dont elles dépendent, notamment la ressource en eau. Donc, quand on pense pression, on pense intuitivement à l'agriculture, parce que l'agriculture, en fait, c'est parmi le principal facteur de pression qu'on a identifié qui impacterait sur les zones humides méditerranéennes. Donc, on a estimé entre 92 et 2005 que les surfaces cultivées ont augmenté d'environ 1,5%. Pas énorme, mais on va voir que là aussi, il y a des disparités entre les sous-régions méditerranéennes. Donc, vous voyez sur cette carte les pays représentés en fonction de l'évolution de la superficie cultivée en pourcentage. Et on se rend compte dans le graphique à droite que c'est surtout au niveau du Maghreb que cette superficie a le plus augmenté ces 30 dernières années, un petit peu aussi au Moyen-Orient. Par contre, si on regarde les chiffres dans le détail dans les Balkans et en Europe, au sud-ouest de l'Europe, Italie, France essentiellement, on voit qu'il y a plutôt une déprise agricole, donc il y a une perte des superficies agricoles. Donc là aussi, il ne faut pas regarder les chiffres dans leur entièreté sur l'ensemble du bassin, mais plutôt dans le détail, pays par pays, une sous-région par sous-région, pour comprendre un peu comment ces facteurs de changement et de pression se combinent entre eux pour engendrer les chiffres qu'on a vus tout à l'heure de déclin de la biodiversité et des zones humides. Donc, si, par exemple, on regarde l'autre facteur de pression qu'on peut identifier, l'urbanisation. Donc là, vous voyez sur la gauche de votre écran la ville de Fès en 90. Donc là, c'est une image satellite qui représente la ville de Fès en image satellite. En bas à gauche, c'est l'étalement urbain. Donc là, on a cartographié à partir de cette image, ou à partir de plusieurs images qui couvrent l'année 90. Donc, on a cartographié l'étalement urbain, donc la superficie des zones bâties. Et vous voyez là la même zone, donc le même secteur géographique, donc la ville de Fès au Maroc, en 2020. Et vous voyez très bien qu'il y a une forte densité, une forte augmentation pardon, du terrain bâti. Donc, qui dit terrain bâti, ça veut aussi dire terrain imperméabilisé. Donc, il y a aussi un impact sur les sols, un impact sur l'infiltration de l'eau, un impact sur le risque d'inondation. Il y a tout ça qui est à prendre en considération quand on parle d'étalement urbain. Et vous voyez que, par exemple, rien que pour la ville de Fès, là, on a juste pris un exemple urbain, mais on a des milliers d'autres partout en Méditerranée, on a plus 170% de sols imperméabilisés rien que sur ce secteur-là. Donc, si on regarde tout ça dans l'ensemble, donc on va regarder l'expansion agricole, l'étalement urbain, la perte des habitats humides. Donc, on peut analyser à partir des images satellites. Donc, c'est ce qu'on fait à l'Observatoire des zones humides méditerranéennes. On travaille beaucoup avec les données d'observation de la Terre. Donc, on a analysé, par exemple, sur un jeu de 300 sites, 320 sites pour être plus précis, répartis sur tous les pays méditerranéens. Vous avez la carte en haut à droite. Donc, sur ces 300 et quelques sites, on a estimé les tendances des grandes catégories d'occupation du sol. Milieu urbanisé, milieu agricole, habitat naturel non humide, y compris les forêts, les prairies sèches, les maquis, etc. Les habitats naturels humides, les habitats humides artificiels et la mer et les océans. Donc, on a estimé à partir des images satellites leurs tendances sur 1975, 1990, pardon, c'était pas 95, 2005 et 2020. Et le constat est que les surfaces bâties ont augmenté, par exemple, de plus de 750%, l'agriculture de plus 38% et les habitats humides naturels ont, quant à eux, régressé de moins 27%. Et on voit aussi sur ce graphique-là, tout en haut, les surfaces des habitats humides artificiels, notamment les barrages et les réservoirs, qui ont, eux, augmenté, passant de 1% du total sur tous les sites suivis à 11% du total. Pareil pour la classe ou la catégorie des mers et des océans. En fait, là, c'est plutôt la traduction de ce qu'on appelle l'élévation du niveau moyen de la mer, et cette tendance à avoir la mer qui avance sur les zones humides côtières. Donc, c'est pour ça qu'on est passé de 4% sur le total des surfaces cartographiées en 1975 à 5% en 2020.
Et tout ça a un impact. Donc, il y a un impact, ce qu'on appelle un impact direct, qu'on peut quantifier sur les zones humides naturelles. Par exemple, l'impact direct par conversion des terres. Donc, quand on a ce type de transformation, quand on observe ce type de transformation, automatiquement, il se fait au détriment d'autres habitats. Donc, par exemple, si on a des surfaces qui sont imperméabilisées, qui sont bâties en 40 ans, ben, elles se font au détriment d'autres catégories d'occupation du sol. Et là, vous voyez la conversion des zones humides naturelles entre 1975 et 2020. Et qu'est-ce qu'on voit dans ce graphique-là? En fait, on voit les deux principales causes de perte directe des zones humides naturelles en Méditerranée, c'est-à-dire la transformation vers des zones humides artificielles et la conversion vers des zones agricoles. Alors, j'insiste sur le premier aspect, donc celle qui est la première cause de perte, la transformation des zones humides artificielles, car oui, plutôt la transformation vers des zones humides artificielles, en fait, elle engendre vraiment beaucoup de pertes en habitat naturel humide. Je vous donne un exemple ici au Maroc. Donc là, on est dans le bassin versant du Sébou, plutôt la partie amont du Sébou, en nord de la ville de Fès. Donc, vous voyez sur cette carte-là, à droite, les zones humides, ce qu'on a identifié comme étant zones humides naturelles en 1990. Là, il faut insister sur le fait que cette classification ou cette désignation comme étant zone humide naturelle et artificielle, elle correspond à celle donnée par la Convention de Ramsar. Donc, on s'est vraiment référé aux définitions de Ramsar pour dire c'est quoi une zone humide naturelle et c'est quoi une zone humide artificielle. Donc là, vous voyez les zones humides, l'étendue des zones humides naturelles, en 1990 sur ce bout de territoire. Et là, on regarde pareil. On va regarder en 2020 ce qui s'est passé. Donc, il y a eu la mise en eau d'un barrage. Ce barrage, en fait, une fois mis en eau, il va engloutir tous les habitats qui se trouvent en dessous, y compris les habitats humides. Et là, on a une perte directe, une perte nette, une perte sèche de ces habitats naturels. Donc, ça veut dire que si on regarde l'étendue totale des zones humides, elle a plutôt augmenté sur cet exemple-là. Donc, on a plutôt une tendance à l'augmentation de la surface totale des habitats humides. Par contre, on a une perte en habitat humide naturel. Donc, c'est ça où il faut justement, c'est sur ça, en fait, ce qu'il faut faire et ce qu'il faut mettre l'accent. Là où il faut mettre l'accent, pardon, pour bien comprendre le déclin des zones humides naturelles. Donc, l'autre impact qu'on peut estimer ou qu'on peut qualifier ou même quantifier, c'est l'impact indirect, notamment à travers la surexploitation des ressources en eau. Donc, et c'est là où on retrouve justement le thème de ce webinaire aujourd'hui, c'est-à-dire les politiques de gestion de l'eau dans leur ensemble, y compris les politiques de développement agricole et développement urbain, comment ces politiques-là, comment ces décisions peuvent-elles impacter les zones humides naturelles en Méditerranée. Donc là, on a ce qu'on appelle l'impact indirect. Parmi les impacts indirects, justement, il y a la surexploitation des ressources en eau. Parce qu'il faut savoir aussi remettre un peu du contexte dans tout cela. Donc, en Méditerranée, selon l'indice Water Exploitation Index, la consommation en eau a déjà atteint son seuil critique. C'est-à-dire, on est déjà dans la plupart des pays là, que vous voyez en marron brun. En fait, on a presque atteint 60 à 80% du seuil tolérable pour le renouvellement de la ressource. Ça veut dire que là, on est vraiment dans des situations assez critiques dans la moitié, presque la moitié du bassin méditerranéen. 80% de cette eau provient de la surface. Donc, 80% de l'eau consommée en Méditerranée, dans les pays méditerranéens, c'est une eau de surface. Et le reste, les 20%, c'est essentiellement de l'eau souterraine, pardon, mais aussi, bien sûr, très, très faible proportion de l'eau recyclée, ou de l'eau dessalée, pardon. 66% de la ressource en eau disponible en Méditerranée est consommée ou utilisée par l'agriculture. Donc là, c'est des moyennes assez récentes qui ont été calculées à partir de chiffres qui datent de moins de 10 ans. Donc, actuellement, on est en train de mettre à jour tous ces indicateurs, donc on aura des chiffres actualisés, mais là, on se situe entre 2014, 2016, 2017 pour vous donner une idée. Donc 66%, c'est énorme. Ça veut dire que l'agriculture, c'est la principale source de consommation d'eau en Méditerranée.
Et malheureusement, ce qu'on constate aussi, en regardant aussi beaucoup de rapports, notamment ceux du Plan Bleu et du MEDEC, en fait, on se rend compte qu'un tiers de cette eau, elle est perdue à cause de techniques ou de technologies mal adaptées. Donc, il y a aussi tout un effort à faire pour améliorer justement les systèmes d'irrigation quand on parle que de l'agriculture, mais aussi les systèmes de distribution d'eau en milieu urbain. Parce qu'il y a un taux de perte assez important et ça, c'est qu'une estimation moyenne, donc le un tiers. Ça peut être beaucoup plus élevé si on regarde localement. Par exemple, dans certaines villes, on estime que la perte, elle peut aller jusqu'à 50% de l'eau potable qui est perdue à cause d'installations vétustes ou des techniques mal adaptées. Et quand on regarde aussi par secteur et par pays, donc vous voyez très bien, là encore, on retrouve des disparités entre les pays quand on estime la demande en eau par secteur, donc par secteur économique. Par exemple, il y a des pays où la demande pour l'agriculture elle est beaucoup plus importante, comme le Maroc, la Grèce, l'Égypte, la Syrie ou la Libye, et d'autres où c'est plutôt le secteur industriel et énergie qui consomme le plus d'eau, notamment, c'est le cas notamment en France, mais aussi en Bulgarie. Et dans d'autres pays, bon, beaucoup moins grands en termes de surface, comme le Monténégro, c'est plutôt la demande domestique, la demande urbaine qui est le principal secteur consommateurs d'eau. Donc, vous voyez qu'il y a là aussi, quand on regarde pays par pays, même au sein d'un pays, on regarde région par région, cette demande elle peut être différente. Donc, c'est pour ça qu'il faut voir ces chiffres-là comme étant des chiffres contextuels pour comprendre un peu d'où viennent ces tendances et pourquoi on observe ces tendances. Mais après, quand on veut implémenter des solutions locales, il faut plutôt regarder le contexte local. C'est ce qu'on va voir plutôt vers la fin de cette présentation. Donc, quand on parle de surexploitation de ressources en eau, on parle surtout de barrages, donc de barrages et de réservoirs, parce qu'on a vu que les eaux de surface, en fait, c'est parmi les eaux qui sont le plus utilisées en Méditerranée, notamment pour l'irrigation. Donc, vous voyez sur cette carte-là, elle représente deux choses. Donc, on a les couleurs qui représentent la tendance observée dans la superficie des eaux de surface. Donc, les eaux de surface, c'est ce qu'on peut analyser par image satellite, par exemple. On regarde sur une période donnée. Là, on a regardé entre 1984 jusqu'en 2015. On a regardé l'évolution de ces eaux de surface et vous voyez que dans certains pays, les eaux de surface ont augmenté. Et dans d'autres pays, plutôt, ça a plutôt régressé ou diminué, comme c'est le cas, par exemple, en Italie, mais aussi dans tous les pays du Moyen-Orient et la Libye, certains pays des Balkans. L'autre information qu'on voit sur cette carte, ce sont les barrages qui ont été construits entre 84 et 2011. Donc là, vous voyez tous les points avec la taille proportionnelle correspondent à ces barrages avec leur capacité en millions de mètres cubes. Et cette carte, en fait, elle est plutôt à mettre en parallèle avec l'augmentation du nombre de barrages. Donc, on a la tendance générale, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une augmentation des superficies inondées, donc indirectement une augmentation de la superficie en zone humide, parce que là, on intègre les deux zones humides artificielles et naturelles, malgré que la perte de zones humides naturelles, elle continue. On l'a vu tout à l'heure, on a perdu sur le même pas de temps à peu près la moitié des zones humides naturelles. Et ça, c'est à mettre justement en parallèle avec l'augmentation importante des barrages, donc plus 26% sur la même période, le même pas de temps, les 30 ou 40 années de suivi, on a plus 26% de barrages. Et ce chiffre est sûrement sous-estimé parce qu'on a de nouveaux chiffres qu'on vient d'extraire, qu'on n'a pas encore publié à partir d'images satellites, où l'augmentation elle est beaucoup plus conséquente. C'est par exemple en Tunisie. Vous voyez, là, on va cibler un pays en particulier juste pour vous donner quelques exemples. Donc là, en Tunisie, en 1990, si on se base sur ces images satellites qui ont été analysées, on a identifié à peu près 38 barrages et réservoirs. Donc, quand on dit barrage et réservoir, c'est au sens large. Ça inclut aussi les retenues collinaires et certains réservoirs qui ne sont pas des retenues sur des cours d'eau, mais plutôt creusés.
Donc, on a identifié à peu près 38 barrages et réservoirs ou infrastructures euh, pour le stockage de l'eau, euh, avec à peu près une superficie de 7000 hectares. Et sur la même base, donc avec les mêmes outils d'analyse, en 2020, on est passé de 38 à 608 infrastructures, de 7000 hectares à 23 000 hectares. Donc, vous voyez, l'augmentation, elle est significative pour un pays, mais ce pays-là, en fait, il n'est pas, c'est pas exceptionnel. On a vu ça pour beaucoup d'autres pays, y compris au Maroc, en Algérie, en Turquie, en Espagne, au Portugal. Donc, il y a plutôt une tendance à l'augmentation de ces superficies en zone humide artificielle qui est essentiellement liée à l'augmentation de ces infrastructures pour le stockage des eaux de surface. Et ça, bien sûr, c'est à mettre en parallèle, comme on l'a vu tout à l'heure, avec l'évolution des terres agricoles. Donc, vous voyez que si on superpose les deux cartes, donc la carte à gauche avec les couleurs qui vont du rouge jusqu'au bleu en termes de superficie en eau et qui inclut aussi le nombre de barrages construits depuis 1984, et à droite, en haut à droite, en petit, la carte avec l'évolution des terres agricoles, en fait, on voit plutôt là où ça a augmenté le plus, on a augmenté le plus les superficies cultivées, c'est là où on a construit le plus de barrages depuis la fin des années 70 et début des années 80. Donc, c'est pour ça qu'il faut analyser les choses de manière connectée, parallèle, pour comprendre un peu comment ces indicateurs interagissent entre eux. Et tout cela a un impact. Donc, quand on va retenir l'eau, par exemple, en amont d'un bassin versant, cette eau qui est retenue n'arrivera pas à, à, ne va pas alimenter les besoins de certains écosystèmes, notamment les zones humides qui se trouvent en aval. Pas uniquement les zones humides côtières, mais aussi certaines zones humides qui se trouvent dans des bassins versants intérieurs, endorreiques. Donc ça aussi, il faut le garder à l'esprit. C'est ça ce qu'on appelle l'impact indirect. Donc il n'y a pas une conversion directe, mais plutôt un déficit d'eau qui va impacter nos habitats humides. Je vous donne un exemple ici sur le lac Akşehir. Donc, le lac Akşehir qui se trouve en Turquie, en Anatolie centrale. Donc, c'est un lac qui est très grand. Hein. C'est une zone humide importante de la région, en Turquie particulièrement, mais aussi pour toute la région. Donc, vous voyez, sur ces images satellites, on voit la superficie en eau du lac entre 84 et 91, donc pour la décennie des années 80. Puis après, on peut aussi analyser les images une par une. Donc, c'est une analyse séquentielle sur la même période, la même saison. Donc là, il n'y a pas de question de variabilité saisonnière. Toutes les images ont été acquises en juillet. Donc, toutes les images qu'on voit ici sont des images qui datent du mois de juillet, donc la saison estivale. Théoriquement, là où il y a le moins d'eau. Vous voyez, le lac était permanent jusqu'aux années 2000 où il a commencé vraiment à régresser petit à petit. Et en 2006, je pense que c'est là où on a atteint un seuil critique. Donc le lac, c'est vraiment l'eau de surface au niveau du lac a vraiment régressé de manière très importante en 2006. Et puis depuis 2006 jusqu'à récemment, jusqu'en 2022, on n'a pas encore atteint le niveau d'eau qu'on avait initialement dans les années 80-90. Donc, vous voyez que ce déficit-là, en fait, non seulement il s'est accentué, mais il s'est pérennisé. C'est-à-dire qu'on est passé d'un lac plutôt permanent, avec une variabilité saisonnière très faible et une présence d'eau quasi permanente, vers un lac où on a même des années où il s'est complètement asséché, comme ici, par exemple, l'année 2008, 2007, 2008, 2014, 2021, 2018. Donc, c'est toutes des années où on a observé un assèchement total de ce lac. Donc, et ce lac-là, en fait, on a bien identifié la source de ce problème. Donc, ce n'est pas lié au changement climatique. On a regardé aussi par rapport au niveau de précipitation et la présence, plutôt l'apport en eau et l'évapotranspiration. Donc, ce n'est pas ça qui explique cet assèchement, c'est plutôt l'activité autour à l'échelle du bassin versant, notamment avec le développement très important d'une agriculture, notamment une agriculture irriguée et la construction de nombreux barrages dans le bassin versant. Donc là, on voit sur cette carte qui schématise un peu toute cette transformation. Donc, vous avez la zone humide qui reçoit de moins en moins d'eau avec un assèchement de ces eaux de surface. Les zones inondées en permanence se transforment en zones inondées temporairement et voire disparaissent complètement. Donc, sur la carte, c'est représenté par le rouge pourpre Lost Permanent. Donc là,
on a un impact indirect de cette gestion de l'eau, de politique de gestion de l'eau, de distribution des ressources en eau, un impact indirect sur les zones humides. Donc, on n'a pas une perte de l'habitat parce qu'il n'y a pas eu de transformation, il n'y a pas eu de conversion, mais plutôt un assèchement qui est dû au déficit ou au manque d'eau. On voit aussi la même chose sur un autre exemple. Donc là, on va changer de pays. On va aller à l'autre bout de la Méditerranée, du côté ouest, au Maroc. Donc là, on est sur le lac de Daïtawa, dans le Moyen Atlas marocain. Et on voit, par exemple, sur cette carte, sur cette photo, pardon, qui a été prise en mars 2021, le lac est complètement à sec. On a un assèchement total du lac depuis plusieurs années maintenant, depuis au moins 5-6 ans, qui n'arrive pas à retrouver, enfin, on n'arrive pas à retrouver les niveaux d'eau qu'on avait initialement, même il y a plus de 30 ans, plus de 40 ans. Et pareil, donc là, si on prend un peu de recul et on regarde ce qui se passe à l'échelle du sous-bassin versant qui entoure le lac, donc vous avez le lac ici représenté par le polygone en rouge au milieu. Tout autour, le sous-bassin versant qui entoure le lac de Daïtawa. Vous voyez sur la gauche une image satellite qui a été prise en juin 1988. À droite, une image qui a été prise en juin 2020. Et ce qu'on remarque sur ces deux images, en fait, c'est la présence de zones cultivées et irriguées en permanence. Donc, ce qui est représenté ici, alors c'est après traitement, bien sûr, qu'on peut analyser ça. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques des traitements de ces images-là, mais c'est ce qu'on constate. Et les chiffres, du coup, qui sont extraits à partir des cartes, donc, les images satellites, on les utilise pour produire des cartes, et les cartes, on va les utiliser pour quantifier les tendances et puis sortir des chiffres justement avec ces tendances. Donc, on a fait, par exemple, ce traitement sur le bassin versant qui entoure le lac de Daïtawa. Et vous voyez ici ce qui a augmenté, ce qui a diminué au sein de ce territoire. Par exemple, on a une progression des surfaces bâties de 24%, une forte progression des terres agricoles de plus 38% entre 88 et 2020, une nette régression des habitats naturels non humides, donc les forêts, les maquis, les prairies sèches, etc., et une très forte régression des habitats humides naturels, moins 26% sur la période analysée, en sachant que la superficie totale représentait à peine 3% en 88. Donc, vous imaginez bien que moins 26%, en fait, c'est significatif compte tenu de la couverture spatiale initiale. Et quand on regarde dans le détail, en fait, dans le détail de l'occupation du sol, qu'est-ce qui a augmenté, qu'est-ce qui a diminué, on voit bien que ce qui a fortement augmenté à partir qu'on a quantifié à partir de l'analyse de ces images, en fait, ce sont l'agriculture irriguée. Donc, tous les terrains, les terrains cultivés irrigués qui ont augmenté. Par exemple, vous avez les cultures permanentes comme les vignobles, les vergers, les arbres fruitiers qui ont augmenté de 487% quand même en 30 ans. Donc, sur l'ensemble du territoire, c'est une très forte augmentation. C'est parmi les plus fortes qu'on observe d'ailleurs dans tout le bassin versant du Ségou, voire à l'échelle nationale. On a aussi une forte augmentation des zones de stockage d'eau, donc ce qu'on appelait tout à l'heure les zones humides artificielles. Donc on a plus 164% d'infrastructures et de zones pour le stockage de l'eau. Et ça se répercute bien sûr sur notre écosystème. Donc, on a, par exemple, ici, c'est à peu près la même analyse séquentielle qu'on a vue tout à l'heure avec le lac Etchelir en Turquie. Donc, vous voyez entre 87 et 2020, donc toutes les images satellites ont été prises à peu près à la même saison, à la même période, pour ne pas avoir justement d'effet saisonnalité. Et vous voyez qu'entre 87 et 2020, le lac, en fait, il s'assèche progressivement jusqu'à quasi disparaître ces dernières années. Donc, on a à peu près moins de 5% du noyau du lac qui reste en eau, alors que tout le reste est à sec depuis au moins 5-6 ans maintenant. Et ça, c'est dû essentiellement au développement d'une agriculture intensive autour du lac, notamment dans son bassin versant. Donc, tout ça fait qu'on doit réagir. Donc, il faut qu'on fasse
faut que la société plutôt propose des réponses. Il faut qu'on voit qu'est-ce qu'on peut changer, quelles sont les recommandations, qu'est-ce qui peut être fait pour que cette situation justement de perte de zones humides naturelles, notamment à cause ou en lien avec les politiques de gestion de l'eau, soit moins rapide. Disons, plutôt décélérer la tendance. Si on arrive à la stopper, tant mieux, mais au moins décélérer un peu sa tendance à la baisse. Les réponses à apporter, donc il y a par exemple la protection. Donc la protection, on a vu tout à l'heure quand on a vu le Living Planet Index sur les zones humides méditerranéennes, donc on a vu que les oiseaux, notamment les oiseaux d'eau, en fait, elles augmentent, leur population, elles augmentent. Donc l'indice montre que c'est des populations qui se portent plutôt bien. Et on le constate à travers de nombreuses études. Donc, on a à peu près plus 70% de ces populations, donc en termes d'abondance, de richesse, etc., depuis les années 90, surtout en Europe d'ailleurs. Cette observation, on la constate notamment dans les pays du nord du bassin. Et ça, c'est dû à quoi? On a essayé de comprendre aussi pourquoi les oiseaux se portent mieux. En fait, il y a deux effets qu'on a pu clairement quantifier. Bien sûr, il y en a plein d'autres, il y en a beaucoup d'autres, mais les deux que je vais lister ici, ça fait partie des réponses qu'on pourrait promouvoir et encourager. Donc, premièrement, l'effet de la désignation Ramsar. Donc, on a démontré que le fait de désigner des sites Ramsar et de les classer comme zones humides d'importance internationale, en fait, ça a un impact. Ça a un impact même, si pas très, très important, mais ça a un impact quand même sur la biodiversité, notamment sur les oiseaux d'eau. Donc, les oiseaux d'eau se portent mieux dans les sites zones humides qui sont désignés Ramsar que dans d'autres sites de zones humides. Et on a aussi démontré, quantifié l'effet des directives européennes. Donc en Europe, vous avez des directives comme la directive Habitat ou la directive Oiseaux qui protègent les espèces et qui protègent les habitats dans lesquels ils vivent. Et on a pu quantifier justement l'effet de la mise en œuvre de ces directives dans les différents pays européens depuis leur lancement dans les années 80-90 jusqu'à aujourd'hui, avec un effet très positif, notamment pour les oiseaux. Et on a aussi, à partir des analyses et des études qu'on mène à l'Observatoire des zones humides méditerranéennes, on a aussi démontré que les zones humides non protégées sont plus vulnérables face au changement climatique. Et à l'inverse, leur conservation permet d'atténuer les effets de ces changements climatiques sur la biodiversité et la population humaine. Vous voyez par exemple dans le graphique à droite, les zones humides non protégées, en fait, elles sont beaucoup plus vulnérables, elles subissent beaucoup plus sévèrement les effets de ces changements climatiques, donc quels que soient les effets, que ce soit sur la température, sur les précipitations, mais également sur l'élévation du niveau moyen de la mer pour les zones côtières. Et la conservation, en fait, elle permet justement la conservation au sens large, donc que ce soit protection, mais aussi la gestion, la restauration, etc. Elle permet de mieux atténuer les effets de ces changements, mieux s'adapter et les atténuer de manière un peu plus importante. Par contre, la protection a ses limites. Donc, il y a, par exemple, on a regardé sur l'ensemble des pays méditerranéens, sur toutes les zones humides importantes pour la biodiversité, on a constaté qu'il y a encore 184 zones humides. Donc ça, c'est vraiment une estimation qu'on peut retrouver dans nos publications, mais ça reste une estimation. À peu près 180 zones humides importantes pour la biodiversité, mais qui ne bénéficient d'aucun statut de protection. Donc, elles ne sont même pas encore désignées comme sites Ramsar. Et en 2017, seulement 44% des sites qui étaient désignés à Ramsar dans l'ensemble des pays méditerranéens bénéficiaient d'un plan de gestion. Parce qu'il ne suffit pas juste de désigner un site comme étant un site Ramsar ou comme étant une aire protégée, il faut aussi le gérer et bien le gérer. Et pour bien le gérer, justement, il faut définir des plans de gestion. Il ne suffit pas de définir juste un plan de gestion pour que le site se porte mieux, il faut aussi implémenter, mettre en œuvre ce plan de gestion. Donc, les 44% sites Ramsar qui bénéficient d'un plan de gestion, seulement le tiers d'entre eux voient ce plan de gestion implémenté et mis en œuvre sur le terrain. Et bien sûr, ça demande des moyens. Donc, à travers ça, il faut aussi octroyer les moyens nécessaires pour développer ces plans de gestion et pour les mettre en œuvre sur le terrain. Donc, pour conclure, quelles sont les prochaines étapes pour apporter des réponses, justement, essayer d'inverser la tendance?
Premièrement, la protection. Donc, on a vu, la protection, ça fonctionne. On a démontré, on a quantifié cet effet de protection. Donc là, il faut encourager, il faut plaider pour définir des objectifs plus ambitieux à l'échelle méditerranéenne, que ce soit à l'échelle régionale pour tout le bassin, mais aussi aux échelles nationales pour chaque pays. Il y a eu trop de pertes de zones humides. Donc, trop de zones humides ont été dégradées, ont été perdues depuis de nombreuses années. Donc, nous, on a axé notre analyse sur un pas de temps assez récent, hein, de 30 à 40 ans, mais quand on regarde dans les temps beaucoup plus anciens, on se rend compte que la perte est beaucoup plus importante. Donc, il faut faire plus de restauration. Il faut encourager encore plus de restauration de zones humides, non seulement celles qui sont dégradées et qu'on voit en train de dépérir sous nos yeux, mais aussi d'autres zones humides qui ont déjà été perdues, qui ont déjà été transformées. Donc, encourager, par exemple, la recréation de zones humides dans les plaines alluviales qui ont été beaucoup transformées pour des besoins agricoles notamment. Et dernière recommandation qu'on peut faire, donc les zones humides fournissent de nombreux services. Donc ça, on le sait, on l'a étudié, on l'a quantifié, et on essaie justement d'utiliser cet argument pour la protection et la conservation des zones humides. Donc ces services-là qui sont fournis par les zones humides permettent justement de les intégrer, donc intégrer les zones humides naturelles comme solution. Donc, il faut les penser aussi comme des solutions, pas uniquement comme des écosystèmes qu'il faut protéger complètement isolés de l'activité humaine, mais plutôt les intégrer dans les décisions, les intégrer dans les politiques de gestion des ressources, de gestion du territoire, etc., comme des solutions, notamment pour lutter, pour mieux s'adapter aux effets du changement climatique. Donc ça, c'est parmi les grandes recommandations qu'on essaie de promouvoir au sein de l'Observatoire des zones humides méditerranéennes et pour plaider pour une meilleure gestion, une meilleure conservation et restauration des zones humides. Donc tout ça, vous pouvez le retrouver dans nos différents rapports. Donc, on a le premier rapport de l'Observatoire qui a été publié en 2012, qui est en ligne, tout comme le deuxième qui a été publié en 2018. Et on est en train de travailler actuellement avec nos partenaires sur la publication d'un troisième rapport prévu pour la prochaine conférence des parties de la Convention Ramsar prévue en 2025. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site de la Tour du Vala, à télécharger les rapports si vous voulez en savoir plus sur tous ces chiffres, mais aussi sur les sources qui ont été utilisées. Donc, tous les chiffres sont sourcés, sont référencés. Il y a les publications pour que vous puissiez aller plus loin. Donc, merci à tous pour votre attention et au plaisir de répondre à vos questions. Merci beaucoup, Anis, pour cet état riche et actuel des connaissances sur les zones humides méditerranéennes en se basant sur des résultats très récents produits par l'Observatoire des zones humides méditerranéennes. Donc, vu le temps qui nous reste, je pense qu'on peut prendre 2 à 3 questions et on commence par la question de M. Abdelaziz. Peut-on avoir plus de détails sur le Wet Index? Oui, bien sûr. Alors, le Wet Index, juste pour résumer, après, je vais partager les sources, bien sûr, et comme je l'ai dit tout à l'heure, toutes les références sont listées dans le rapport de l'Observatoire, donc n'hésitez pas à y aller. Mais pour répondre rapidement, le Wet Index, en fait, c'est un indice qui ressemble un peu, dans son fonctionnement statistique, il ressemble un peu au Living Planet Index. C'est-à-dire qu'on va utiliser les tendances observées dans les superficies des habitats humides sur un pas de temps donné. À partir de ces observations, à partir de ces tendances, on va essayer de quantifier, à partir de ces séries temporelles, on va essayer de quantifier les tendances. Et quantifier les tendances, ça ne veut pas dire uniquement en se basant sur la superficie, mais aussi sur le type de zone humide, sur la répartition géographique. Donc, c'est pour ça que c'est un indice plutôt global qui intègre d'autres dimensions, des dimensions autres, que la simple superficie. C'est-à-dire, si on a des pertes, par exemple, sur des habitats humides rares, comme les tourbières en Afrique du Nord, il y a assez peu de tourbières en Afrique du Nord. Donc, c'est un habitat humide qui est considéré comme rare, donc par définition considéré comme important dans cette partie du territoire. Ça aura plus de poids que la perte d'un habitat humide qu'on retrouve fréquemment, de manière très fréquente dans cette partie de la Méditerranée. Donc, c'est là où le Wet Index est intéressant, c'est-à-dire c'est une métrique qui intègre non seulement la dimension spatiale et
surfacique, mais aussi d'autres dimensions comme le type d'habitat ou la répartition géographique au sein d'un territoire. Je vous invite vraiment à aller sur le site et télécharger le rapport. Si vous voulez, vous pouvez aussi prendre contact directement avec moi et je vous envoie quelques références bibliographiques, notamment les articles scientifiques. Euh, mais voilà, c'est un indice qui est très intéressant, assez complexe, je dois dire, mais assez intéressant pour avoir une idée assez générale des tendances qu'on observe, pas uniquement sur la dimension surfacique, mais aussi sur d'autres dimensions. Et ça marche à peu près de la même manière pour le Living Planet Index, si vous êtes familier avec ça. Merci Anis. On passe à la deuxième question posée par Madame Hajar. S'il vous plaît, auriez-vous une idée sur le fait qu'il y a d'autres lagunes côtières sur la côte méditerranéenne marocaine, à part la lagune de Macheka à Nador et la lagune de Semier à Tétouan? Oui, il y a des. Enfin, nous, quand on travaille à l'échelle de ces pays-là, en fait, on travaille à l'échelle de l'ensemble du pays, donc y compris les façades non méditerranéennes. Par exemple, pour le Maroc, la façade atlantique, elle est beaucoup plus vaste et beaucoup plus euh, grande que la façade méditerranéenne. Donc là, sur le Maroc, je sais qu'il y a d'autres lagunes qui existent, mais plutôt sur le côté atlantique. Alors, elles n'ont pas toutes un fonctionnement méditerranéen. Hein. Pour beaucoup d'entre elles, notamment celles qui se trouvent dans le sud, elles ont un fonctionnement plutôt atlantique. Mais nous, dans notre analyse, dans notre approche à l'observatoire, on les intègre comme étant des zones humides appartenant à un pays, ce qu'on appelle un pays med-wet. Euh, et on les intègre dans nos analyses. Sur la partie méditerranéenne, je dois dire que, à part la lagune de Nador, donc Marchika et j'oublie la deuxième, je ne vois pas d'autres lagunes importantes. Peut-être il y en a de plus petite taille, mais il faudrait qu'on regarde ça, de plus près. Mais sur la côte atlantique, il y en a beaucoup plus, notamment Majazaga, qui fait partie, par exemple, du complexe du Sine. OK. Et une troisième question, peut-être. Est-ce qu'on peut avoir cette présentation par email? Oui, bien sûr. Oui, oui. Enfin, la présentation sera partagée, y compris, je vais aussi partager avec vous les deux rapports de l'Observatoire. Comme ça, vous pouvez directement les télécharger et aller chercher des références plus spécifiques sur tel ou tel aspect de nos indicateurs. D'accord. Une dernière question, peut-être de la part de Monsieur Abdeltif Tawi, qui se demande si le changement climatique n'est pas la force de changement majeur qui a affecté les zones humides d'une façon directe, c'est-à-dire température, submersion marine et diminution des précipitations, et indirecte à travers la diminution des eaux de surface utilisées dans l'irrigation et qui pousse les agriculteurs à pomper davantage dans les parages des lacs, entraînant par la suite leur assèchement. Oui, moi je suis d'accord avec ça. Hein. Je pense que le changement climatique est la principale force motrice. Bien sûr, il y a la démographie et les dimensions que tout cela engendre, notamment sur les dimensions socio-économiques. Mais je pense que dans les années à venir, la principale force motrice des changements sera le changement climatique et tous les effets que cela engendre. Sauf que là, il faudrait repenser justement notre manière de proposer des recommandations ou des solutions, parce qu'on ne peut pas changer le changement, enfin, on ne peut pas changer, non, on ne peut pas arrêter le changement climatique. Donc, on ne peut pas aller à l'encontre de cette tendance, parce que vous savez qu'il y a une inertie qui va nous entraîner pendant peut-être des siècles et des siècles. Donc là, il faut penser plutôt adaptation, et c'est là où on regarde les zones humides comme étant des solutions qui vont nous permettre de s'adapter et de mieux gérer les effets de ces changements plutôt que de les détruire. Je donne un exemple tout simple. On parlait de l'agriculture et l'impact que cela pourrait avoir sur les ressources en eau, notamment à travers le pompage et la surconsommation, la surexploitation des ressources souterraines, des nappes phréatiques. Les zones humides, elles jouent un rôle dans la recharge de ces nappes. Donc, si on détruit ces zones humides à la surface, on aura de moins en moins la capacité de recharger ces nappes pour qu'elles atteignent des niveaux, des niveaux gérables et acceptables pour les usages qu'on en fait. Donc, détruire les zones humides en surface va indirectement impacter notre capacité à puiser l'eau souterraine pour l'irrigation. Donc, c'est là où il faut
repenser notre modèle, repenser notre manière de réfléchir, notre manière de raisonner. Peut-être que c'est mieux que d'aller à l'encontre de ces drivers, de ces forces motrices, parce qu'on ne peut pas aller contre ça, y compris la démographie. On a parlé tout à l'heure de la démographie. J'ai du mal à voir comment on peut aller à l'encontre, par exemple, de l'exode rural qui va engendrer de plus en plus de densité dans les milieux urbains avec une forte consommation en eau, etc. Donc ça, on ne peut pas lutter contre ça. Par contre, on peut utiliser les zones humides et les écosystèmes naturels de manière générale comme solution pour mieux vivre avec ces contraintes. Au lieu de les combattre parce qu'on ne peut pas forcément les arrêter, donc on essaiera de mieux vivre avec ça. Et c'est là où je pense que la, la, le concept de solution fondée sur la nature, basée sur les services écosystémiques, est un concept fondamental et clé pour proposer des recommandations et des solutions ou des réponses face à ces défis. Merci beaucoup, Anis, pour tous ces éclaircissements et toutes les explications que tu as partagées avec nous. Je viens de partager dans la boîte de chat mon adresse email. Si vous avez besoin de plus de détails ou bien de poser plus de questions à Anis, ou même la réception de la présentation aussi. Et on vous donne rendez-vous le jeudi 4 mai à 14 h, la même heure, pour le deuxième webinaire qui sera organisé par Living Planet Morocco et la Tour du Vala. Et accueillir Monsieur Eric Minot, directeur de l'unité technique du CEMID, ou bien un système euro-méditerranéen d'information sur les savoir-faire dans le domaine de l'eau. Et ce prochain webinaire a pour terme la mutualisation des connaissances sur l'eau au Maroc pour une meilleure gestion de l'eau. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et au prochain webinaire. Merci Anis, merci tout le monde. Merci à tous et à toutes. Au revoir.